Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage, au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, vous voulez tout savoir et sur l'immigration, alors c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Et restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous savez, émission après émission, alors maître Jean-Denis est toujours à la recherche, il vous apporte toujours des nouveautés. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, les gens continuent à venir là, ils rentrent tous les jours à la frontière. Ils ne sont pas nombreux, mais 7, 8, 9, 10, des fois une demi-douzaine, là, ils continuent à rentrer. Alors restez là. Maître Jean-Denis a beaucoup d'informations pour vous. Ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Nous saluons tous nos amis qui nous écoutent un peu partout au Canada, d'abord à Montréal, où se trouve la radio CPAM. On salue également tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, ceux qui sont toujours branchés, ceux qui attendent ce moment pour être à la maison ou bien pour être dans leur voiture, les chauffeurs de taxi, les personnes qui des fois vont rentrer pour juste écouter cette émission. On salue tous ces amis-là. On salue également ceux qui sont dans d'autres villes, qui nous écoutent grâce à la magie de l'Internet, à Toronto, à Ottawa, à Halifax, à Vancouver. En même temps, ceux qui sont aux États-Unis, qui écoutent, on sait que Radio Continentale retransmet cette émission. Alors, on veut saluer tous ceux qui nous écoutent via Radio Continentale et en même temps tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont encore en attente. Et cette semaine, on voit le débat qui se fait pour les Dreamers et ces gens-là, ces jeunes qui sont venus de façon illégale avec leurs parents. Et aujourd'hui, le Parti démocrate est en train de défendre, de travailler pour régulariser la situation de ces gens-là. Et c'est pourquoi on dit souvent, quand il y a une cause, si vous ne trouvez pas des personnes qui vont vous supporter, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Et dans les programmes de TPS, on n'a pas eu d'appui de grands partis, bien d'organisations solides aux États-Unis. Mais on voit le cas pour les Dreamers, comment le Parti démocrate est impitoyable, il dit non, il faut, quel que soit l'accord sur le budget qui doit être signé et approuvé, il faut qu'on tienne compte des Dreamers dans ce plan-là. Alors, on salue également ceux qui sont en Amérique latine, en Amérique du Sud, les gens qui sont au Chili. Je commence à recevoir des appels des gens qui sont au Chili, qui nous disent que la situation n'est pas facile, la situation est extrêmement compliquée. Bon, il fallait s'y attendre parce que quand même, en mars, le mois prochain, le Chili va avoir un président de la droite, M. Piñera, qui a été élu. Alors, déjà, il avait annoncé les couleurs pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qui va se passer au Chili? Est-ce qu'on va toujours avoir la possibilité d'entrer au Chili? Est-ce qu'on va avoir Chili à tout prix? Ou bien Chili, est-ce qu'il va y avoir un blocage? Alors, ça reste à voir. On suit de très près pour vous les informations. Alors, on salue ensuite ceux qui sont en Haïti, notre pays de naissance. Alors, on salue ceux qui sont, par exemple, dans tous les départements. Je sais que vous êtes en plein carnaval un peu partout. C'est la chose que le pays produit le plus. Chaque ville a un carnaval. Alors, je vous demande d'être très, très véatif et d'éviter
certaines zones ou certaines situations pour ne pas être victime, parce que de toute façon, vous y allez, c'est bien de vous amuser, mais faites attention, parce que quand vous avez des bobos par la suite, c'est sûr que c'est pas du tout intéressant. Ce soir, à l'émission, nous allons vous parler de beaucoup de choses, et notamment de la question d'asile. On a quelques statistiques. Cette semaine, on a eu un article de Radio-Canada qui parlait de taux de 70%. On va vous parler de ça. On va vous parler également des chiffres qui sont disponibles sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Et en même temps, on va faire un clin d'œil sur le Danemark. Le Danemark qui a fait voter son projet d'immigration sur la question d'asile. Au Danemark, il est dit que on a besoin des immigrants, mais pas d'immigrants qui ne soient pas des pays occidentaux. Et au Danemark, on dit, si quelqu'un fait une demande d'asile, on va l'envoyer en Afrique du Nord pour qu'il puisse attendre son audience avant de pouvoir rentrer au Danemark. Ah là, c'est incroyable, mais vrai. En même temps, on va vous parler aussi de la République dominicaine qui dit qu'elle commence à avoir trop d'Haïtiens sur son territoire. Cette question-là, une fois de plus, est soulevée. Alors, on va vous parler de ça, de la question d'asile. On vous parle aussi de la citoyenneté, parce que maintenant, il y a une décision qui a été mise en vigueur le 5 février. Désormais, il revient à la Cour fédérale de décider si oui ou non on doit perdre sa citoyenneté. On va vous en parler et puis on va vous parler d'autres nouvelles. Ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles et en même temps des rappels, des nouvelles les plus importantes, des choses qu'il faut surveiller. Et par la suite, on va ouvrir les lignes. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous allez nous appeler. On va laisser quelques temps pour prendre vos questions et vos commentaires. Alors, ça s'annonce assez intéressant. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, vous avez le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. On a deux numéros pour nous rejoindre en Haïti. Ici au Canada, et d'abord aux États-Unis ou bien au Canada, vous pouvez nous rejoindre au 438 876 9398 ou bien 438 382 9398.
9398. Ensuite, on a par exemple le téléphone sur WhatsApp, c'est 438-876-9398. Vous avez également le site internet www.visionmaxservice.com. Vous pouvez également aller sur nos pages Facebook, Vision Max Service et François Jean-Denis. Vous allez trouver régulièrement des capsules. Cette semaine, vous allez avoir une capsule sur la question de visa de visiteurs, comment procéder. Alors, ceci dit, c'est très facile de nous rejoindre si vous suivez exactement les consignes qu'on vous donne. Le bureau est ouvert de 9h30 à 6h ici au Canada, mais en Haïti, c'est ouvert de 8h à 4h. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on va parler de la question des demandeurs d'asile. Cette semaine, on a eu un article qui nous parlait du taux de réussite pendant les 9 premiers mois de 2017. D'après ce que le réseau public de Radio-Canada a appris, il y a eu, par exemple, pendant les 9 premiers mois de 2017, près de 70% de demandes qui ont été acceptées. Le réseau a étudié 89 517 décisions qui ont été rendues par la Commission de l'immigration en janvier 2013 et septembre 2017. L'analyse de ces données révèle que le taux d'acceptation est passé de 44% en 2013 à 70%. On n'avait pas atteint ce chiffre-là, ce taux-là, depuis 1991. D'après ce qu'une porte-parole de la Commission de l'immigration, Mme Melissa Anderson, a dit, chaque cas est étudié au mérite en fonction des faits et des preuves soumis au commissaire. Alors, des experts des questions d'immigration croient pour leur part que cette évolution est probablement attribuable à des changements dans le processus effectué en 2012. On sait que le traitement d'une demande pouvait s'étirer jusqu'à 18 mois, explique un avocat de Vancouver. Mais maintenant, les commissaires sont chargés d'étudier les demandes d'asile pour une période limitée à 60 jours. C'est sûr que ça a changé. Maintenant, on est rendu à plus que 60 jours. Mais là, dans des régions comme Vancouver, où il n'y a pas eu, par exemple, autant de vagues de personnes qui sont arrivées pendant l'été, c'est sûr que ça peut continuer à être 60 jours, mais ici, au Québec, c'est plus que 60 jours. Alors, on explique que la situation, il y a 70% de cas qui sont acceptés. Alors, moi, je voudrais que vous compreniez très bien ce que ça veut dire. Parce que dernièrement, quand il y a eu 10%, les gens étaient étonnés, ils se disaient, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on parle de 70%, ils sont encore étonnés, ils se demandent si c'est vrai. Alors, il faut prendre les statistiques pour ce qu'elles sont. Dans votre cas, ce qui compte, c'est la façon dont vous allez vous présenter à l'audience et ce que vous allez faire. C'est comme, on dit, un examen. Vous allez à l'examen, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Alors, ce que vous devez savoir, ce ne sont pas les statistiques qui vont vous faire réussir votre audience. Vous allez réussir si vous êtes préparé. OK? Indépendamment des statistiques. Même si c'était à 10%, ça veut dire que vous pouvez faire partie des 10%. Même si c'est à 70%, vous pouvez faire partie. Parce que il peut y avoir 70% de réussite, vous êtes dans les 30%. Alors, ce qui est important, c'est à vous de voir ça. Il ne faut pas s'affoler, dire oui, ou bien être trop content, dire, maintenant je sais que c'est en 10% et pourtant vous ne vous préparez pas. Alors, votre statistique, c'est ce que vous allez faire, la façon dont vous allez prendre les choses en main et comment vous allez vous préparer. Parce que si vous n'êtes pas préparé, ça je peux vous dire, cette semaine j'ai eu 6 audiences, alors j'ai vu avec des commissaires différents, mais ce qui est certain, c'est que parce que tous les commissaires s'entendent sur un point bien déterminé, vous devez les convaincre que votre cas mérite d'être accepté. Alors c'est pourquoi il faut être vraiment, il faut se préparer. Alors les pays
dont sont originaires le plus grand nombre de demandeurs d'asile au cours de la période sont dans l'ordre. Vous voyez, la Chine vient d'abord, ensuite le Pakistan, la Hongrie, le Nigeria, la Colombie, la Syrie, l'Irak, la Turquie, Haïti et l'Afghanistan. Haïti vient en 9e position. Il y a 10 pays ici au Canada qui donnent plus de demandeurs d'asile. La Chine vient en premier et souvent les gens pensent que ce sont seulement les Haïtiens qui font des demandes d'asile, mais Haïti vient en 9e position après la Chine, le Pakistan, la Hongrie, le Nigeria, la Colombie, la Syrie, l'Irak, la Turquie. Haïti vient juste avant l'Afghanistan. Alors, on dit qu'on voit une tendance de plus en plus pour les pays comme la Chine. On voit que ça commence à diminuer, mais on voit un pays comme le Nigeria, c'est le pays qui est très populeux. C'est le pays qui a plus d'habitants en Afrique. Ok? Alors, les gens font surtout des demandes d'asile en fonction de leur orientation sexuelle. Ils disent qu'ils craignent de retourner dans leur pays parce qu'ils seront persécutés en fonction de leur orientation sexuelle. Mais si on va sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, on va voir que pour l'année 2017, il y a à peu près 18 149 cas qui ont été déférés. Au moment où l'on se parle, il y a à peu près 15 000 cas qui sont en instance, qui n'ont pas encore été traités. Alors, lorsqu'on regarde l'année 2017, alors si on prend la situation des gens qui sont venus, là on ne parle pas de tous les cas traités au Canada. Radio-Canada s'est basé sur tous les cas traités au Canada. Alors là maintenant, je vous parle des cas et des personnes qui sont arrivées au Québec. Alors il y a eu à peu près 18 149 cas qui ont été déférés. Au moment où l'on se parle, il y a à peu près 15 000 qui n'ont pas encore été traités. Ça veut dire que à peu près il y a 3 000 cas qui ont été traités. Ok? Et ces 3 000 cas, ça peut être une tendance, mais ce n'est pas la réalité. On ne peut pas déterminer qu'avec ces 3 000 cas, on connaît déjà la tendance, le pourcentage de personnes qui seront qui seront par exemple acceptés dans ce processus-là. Alors, on voit par exemple sur les 18 000 cas, on a 1300, alors sur les 3000 qui sont traités, on a à peu près 1360 qui sont accueillis, 806 rejetés, 207 désistements et puis 79 retraits et autres. Ok? Alors ça veut dire que en date à la fin du mois de décembre, il y a eu à peu près 2500 cas qui ont été traités. Alors c'est un peu la situation, ça nous donne une très bonne idée par rapport à ça. Maintenant, on va passer à un autre point. Ça veut dire que là, on avait la situation ici pour la demande d'asile. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe au Danemark. Au Danemark, on a appris que écoutez bien ce qu'on va vous dire, c'est que le Danemark est devenu inflexible avec sa réforme du droit d'asile. Le Parti social-démocrate, membre de l'opposition au gouvernement de ce droit, a présenté un projet de réforme censé tarir l'arrivée d'étrangers non occidentaux. Alors, d'après ce qui est dit, on veut réformer le système d'asile en installant des centres d'accueil à l'extérieur de l'Europe. À l'avenir, il ne sera possible pour les réfugiés d'obtenir l'asile au Danemark qu'au titre des quotas fixés par l'ONU. Les demandeurs d'asile qui vont se présenter au Danemark vont être renvoyés vers un centre d'accueil dans un pays hors d'Europe, par exemple en Afrique du Nord, pendant l'examen de leur dossier. Alors voilà ce que le Danemark nous offre. C'est un pays qui a par exemple 5,7 millions d'habitants. Ça veut dire que on dit en 1980 1% de la population danoise n'était pas d'origine occidentale. Aujourd'hui, on est à 8%. On trouve que c'est trop. Alors là, maintenant, on est en train de s'organiser pour empêcher à d'autres personnes de venir au Danemark. Bon, ça c'était juste un clin d'œil parce qu'on parlait de dossier d'asile.
Maintenant, on va passer à un autre dossier, c'est la citoyenneté. Alors, le gouvernement du Canada a promis, le Parti libéral a promis en campagne électorale qu'il allait mettre fin à des décisions prises par le gouvernement Harper avec la loi C-24. On se rappelle que M. Harper disait: il y a des criminels qui sont devenus citoyens, il faut protéger la citoyenneté. Et là maintenant, on avait mis des structures, on avait dit, si on a la double citoyenneté, on peut prendre des mesures contre. On se rappelle, c'était vraiment l'enfer avec M. Harper qui pensait que n'importe qui ne pouvait pas avoir la citoyenneté. Alors, le gouvernement libéral a déposé, on se rappelle, le projet de loi C6 qui a reçu la sanction royale, et au fur et à mesure, il y a eu des dispositions qui sont entrées en vigueur. Et on peut se rappeler que avec M. Harper, c'était 4 ans. Et on disait que les gens devaient passer l'examen de 14 à 64 ans. Avec M. Trudeau, c'est 3 ans, c'est de 18 à 54 ans. Avec M. Harper, le ministre avait le pouvoir de révoquer la citoyenneté à quiconque se trouvait, par exemple, en infraction. Et on pouvait aller dans le dossier de la personne, quelqu'un qui a eu un ticket, quelqu'un qui a eu un problème, on pouvait dire que cette personne-là, effectivement, on connaît les gens de la droite, on connaît comment ces gens-là insistent sur des valeurs morales ou des valeurs moralisantes, alors que quelque part, lorsqu'il y a des guerres, ils envoient les gens et tuer les gens, c'est rien du tout, mais on demande d'avoir un citoyen respectueux, respectable, tout ça. Alors, ce qui arrive, c'est que le gouvernement de M. Trudeau a changé cette pratique-là. Le ministre n'a plus ce pouvoir, il n'est pas le seul à décider. Alors le 5 février, cette disposition est entrée en vigueur. Il revient maintenant à la Cour fédérale de décider, c'est la Cour fédérale qui va décider si oui ou non quelqu'un peut perdre sa citoyenneté. Alors, la révocation de la citoyenneté, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Alors, je vous rappelle que même si vous êtes citoyen canadien, si on a découvert que vous avez fait une fausse déclaration, vous avez commis des infractions, là maintenant on peut mettre le processus en branle, et si on arrive à révoquer votre citoyenneté, vous redevenez résident permanent. Et maintenant, ça dépend de l'infraction, ça dépend de ce pourquoi on vous accuse, tout ça. À ce moment-là, on peut en même temps éliminer la résidence. Vous allez devenir étranger, et comme étranger, on va non seulement vous pouvez aller en prison, et puis en même temps, on va vous déporter, on va vous dire de laisser le pays. Alors, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes citoyen canadien que vous pouvez faire n'importe quoi. Il faut respecter les règlements, et sachez que tout peut être révoqué ici par ce bas monde. Il n'y a rien qui soit absolu. Tout ce qui est absolu, c'est que tout est relatif. La seule loi absolue, c'est que tout est relatif. Alors c'est pourquoi il faut faire attention, il faut s'organiser, il faut se respecter, parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, on passe à autre chose. On parle des communautés noires, parce qu'on sait que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, même si moi j'ai beaucoup de problèmes avec cette appellation. Pendant 11 mois, on nous méprise, on nous laisse de côté, et puis brusquement au mois de février, on dit il y a un mois des Noirs, et puis là le mois de février c'est le mois de l'histoire des Noirs. Non, alors c'est tous les mois qui sont pour les Noirs, et chaque jour, chaque mois, tous les Noirs doivent travailler pour prendre leur place. On ne vous donnera jamais votre place, c'est à nous de combattre, de lutter pour prendre notre place, parce que là, et généralement, et dans beaucoup de pays, lorsqu'on fait venir des gens en immigration, on a un plan dans sa tête, on les fait venir pour des postes bien déterminés, mais les postes qui sont les plus intéressants, c'est réservé pour d'autres groupes. Alors, il revient aux Noirs, non seulement d'être discipliné, de faire attention, et en même temps de fixer, de décider d'avoir ces postes-là, parce que si vous voulez les avoir, tout est possible. Sky
sky is the limit. Alors, vous pouvez avoir effectivement ces postes-là, mais c'est à vous de travailler pour les avoir. Mais personne ne vous appellera pour vous donner ça. Alors, Maintenant, on dit que oui, on tolère les communautés visibles, tout ça. Alors, il y a un article qui est sorti et où on dit que il faut passer de la tolérance à l'appréciation. Alors, ça veut dire, oui, on tolère les Noirs, mais maintenant, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que dire que vous nous aimez, que vous êtes bon, que vous êtes ceci, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut laisser la place. C'est-à-dire qu'on devrait vivre dans une société méritoire où le mérite vient avec, et où on donne le mérite à ceux qui effectivement travaillent pour. C'est pas quelque chose qu'on fait, par exemple, en petit groupe ou bien pour ses amis. Ça veut dire que quelqu'un a un poste parce qu'il est compétent, parce qu'il est qualifié. Alors, on devrait se baser sur le mérite pour permettre à tout le monde d'avoir des postes. Alors, là maintenant, d'après cet article, on dit que on doit travailler, il reste beaucoup de travail pour l'intégration des communautés noires. On parle des gens qui sont installés à Moncton, et puis ces gens-là qui, jusqu'à présent, ont de la difficulté à pouvoir trouver des emplois. Par exemple, on est dans des sociétés, par exemple, dans certaines villes, vous appelez pour avoir une maison, un logement. Parce que vous êtes noir, on ne va pas vous donner cette possibilité-là. On a vu ce qui s'est passé à La Salle. Il y a eu un jugement rendu contre 2 propriétaires qui ont dû payer $15,000 à 2 Haïtiens parce que ils avaient appelé pour avoir la maison. Et les propriétaires ont dit non, on ne loue pas aux immigrants, on ne loue pas aux Noirs. Alors la décision, et on a contesté, on est allé en justice contre ces propriétaires et heureusement, on a rendu le mot du droit, on a donné, et puis ces gens-là ont été dédommagés, on leur a donné $15,000 parce que on voulait tracer un exemple. C'est bien, il faut continuer parce que de toute façon, vous êtes dans un pays, vous avez des droits et vous devez vous respecter. Si vous respectez, quand vous arrivez quelque part là, défendez vos droits. Ça veut dire que vous pouvez être assez gentil, mais vous êtes ferme, vous défendez vos droits et vous n'avez pas vous êtes Canadien comme tout le monde et à ce moment-là, vous défendez vos droits, mais le fait de rester là et puis de se croiser les bras, de ne pas défendre vos droits, là, c'est sûr que ça ne mène nulle part. Maintenant, on est au niveau des études. Et non, avant d'aborder la question des études au Québec, on revient aussi avec le sujet de l'accouchement au Canada, des gens qui viennent ici pour accoucher, pour avoir la citoyenneté. Alors, on en parle de plus en plus parce qu'on voit que c'est une tendance générale des femmes qui viennent au Canada. Elles viennent pour accoucher juste pour donner la citoyenneté canadienne à leurs enfants. Après, ce qui arrive, c'est que la mère devient illégale, mais l'enfant, il est citoyen canadien. Alors, ça, c'est une situation qui se développe de plus en plus. On sait qu'on les appelle des bébés passeports, des personnes qui viennent ici pour avoir la citoyenneté. Alors, parce que ici, il y a le droit du sol, c'est en pratique dans des pays comme les États-Unis ou le Canada. Dans d'autres pays, non, on ne reconnaît pas ce droit du sol. Alors, c'est pourquoi les gens, ils veulent de plus en plus venir au Canada. On sait également ce qui s'est posé comme problème également pour des mères qui sont venues et qui n'ont pas payé les frais d'hôpitaux. Ça aussi, il faut faire attention. Si vous avez l'intention de venir accoucher au Canada, la première chose que vous devez faire, c'est de demander combien ça va coûter. Ce n'est pas gratuit, il faut savoir combien ça va coûter, parce que venir accoucher et retourner sans payer, ça c'est un crime, ça c'est pas normal là. Ça veut dire que si après on vous enlève votre visa ou bien on vous envoie des amendes, ils ont raison parce que vous ne pouvez pas venir et dire que vous n'allez pas payer. Alors on voit que
de plus en plus, on se pose la question, est-ce que le Canada doit continuer à accepter ces choses-là? Parce que une fois que ces gens sont sur le sol canadien, là maintenant, le bébé est canadien, il a droit à beaucoup de choses. Alors, ce sont des réflexions qui se font. On se demande si on doit continuer à avoir ça. Mais j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont à l'étranger, qui ont l'intention de faire ça, alors on vous prévient, il faut vraiment prendre le temps de savoir comment vous allez procéder. On a un article qui est sorti également qui parle de l'Internet. Internet, c'est-à-dire qui est très crucial pour les immigrants au pays. Alors on dit, c'est un message qui est lancé aux immigrants, c'est Madame Stéphanie Marin de la presse canadienne qui écrit cet article qui dit que aujourd'hui, vous les immigrants, vous qui venez d'arriver au pays, si vous ne connaissez pas l'Internet, sachez que vous ne pouvez rien faire. Pour trouver un emploi, il faut aller sur Internet. Pour avoir les services du gouvernement, vous devez aller sur Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout passe par l'Internet. Alors, dans votre intégration, s'il y a une chose que vous devriez faire en arrivant, c'est de savoir comment maîtriser, ça veut dire comment fonctionner. Alors, je sais que dans beaucoup de cas, il y en a qui n'ont aucune notion sur ce domaine-là, et des fois qui ont le service Internet à la maison et qui se posent des questions, où est l'Internet, on ne voit pas l'Internet. Alors ça, c'est sûr qu'il faut changer cette pratique-là, parce que aujourd'hui, même dans les services d'immigration, on voit des personnes qui, par exemple, on vous dit pour payer un service en immigration, le seul moyen acceptable, c'est le seul paiement acceptable, c'est par Internet. Il faut aller sur Internet, il faut avoir une carte de crédit pour faire ça. Alors, c'est pourquoi ça devient assez compliqué. Alors, Madame Stéphanie Marin dit aux gens, et aux femmes, aux communautés visibles, à tous ceux qui arrivent ici, on doit faire tout le nécessaire pour connaître, pour maîtriser ces notions, sinon on va passer à côté. Dernière chose pour terminer, on apprend que le gouvernement dominicain dit l'immigration des Haïtiens menace la souveraineté des Dominicains. Alors, le président du Parti dominicain pour le changement, M. Eduardo Estrella, a déclaré que l'immigration incontrôlée des Haïtiens met la souveraineté de la République dominicaine en danger. Selon lui, les autorités dominicaines ont abandonné la frontière à des millions de sans-papiers, à la contrebande, à la drogue, au banditisme. Ce qui met en évidence, poursuit-il, un manque de gérance dans l'espace limitrophe des deux pays. M. Eduardo Estrella a prononcé ces paroles à l'ouverture de la première assemblée ordinaire de son parti politique, a rapporté le journal dominicain Diario Libre. Le politicien demande aux autorités de renforcer la sécurité au niveau de la frontière pour sanctionner les fauteurs de troubles et les corrupteurs. Il ajoute, nous devons punir les mafias qui font des fortunes en chargeant des milliers de pesos à chaque sans-papier, en complicité avec les autorités haïtiennes et les autorités dominicaines qui ferment les yeux au détriment de la souveraineté nationale. Tous les immigrants illégaux doivent tomber sous la peine de la loi, selon M. Estrella. Il a mentionné le cas des Haïtiens qui vont se faire soigner en terre voisine comme l'une des dérives qu'ignore le gouvernement dominicain. Et on a appris cette nouvelle-là, c'était avec tristesse. Et vous vous rappelez, Donald Trump, au mois de janvier, avait dit quelque chose, vous étiez fâchés. Alors on a appris également que lorsque les femmes haïtiennes vont accoucher en République dominicaine, alors les Dominicains posent des questions sur l'eau que boivent ces femmes haïtiennes. Est-ce que cette eau est potable? Vous voyez, la Dominicanie se pose des questions et bien ne veut pas que son sol soit infecté ou bien que son sol soit que son pays ne connaissent pas d'épidémie. Alors on se pose des questions, est-ce que les femmes haïtiennes qui viennent accoucher, est-ce que ces femmes-là ont bu de l'eau potable? Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur le territoire? Ah, c'est incroyable. Alors c'est ça la situation. M. Estrella, qui est le président du parti, il dit que là maintenant il faut faire quelque chose. Alors vous voyez qu'on a tellement de choses à faire.
Et chaque année, les Haïtiens envoient 200 millions de dollars américains en République dominicaine à travers les programmes d'études de leurs enfants. Alors, cette bourgeoisie qui est en Haïti, elle ne peut pas construire une université pour faire réussir ces enfants-là. 200 millions de dollars américains s'en vont chaque année en République dominicaine. Et aujourd'hui, on nous dit est-ce que ces gens-là qui viennent accoucher, d'ailleurs, pourquoi des Haïtiennes vont accoucher en République dominicaine? Comment il n'y a pas un hôpital en Haïti, il n'y a pas de centre hospitalier pour garder ça? On est obligé de quitter ce pays pour aller en République dominicaine et on se fait dire que si on a bu la bonne eau, si l'eau qu'on a bu est potable. On envoie 200 millions de dollars américains pour les études et malgré tout, là on nous traite de ça et puis personne, les autorités, elles font la sourde d'oreille et puis c'est fini. Là veut dire qu'on continue. Carnaval sur carnaval, carnaval sur carnaval, n'a pas mobilé. On prend la pause, on prend juste une petite pause, on va revenir pour le rappel des nouvelles. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on fait un rappel des nouvelles les plus importantes. Pour les questions de visa de visiteurs, là, pour les gens qui veulent inviter leurs parents pour la fête de Pâques ou bien pour la fête des mères, pour les grandes vacances, alors venez nous rencontrer, nous allons vous expliquer comment vous pouvez procéder. Alors encore on vous le dit là, c'est qu'un visa de visiteur ça reste et demeure une courtoisie. C'est le gouvernement qui décide, c'est le bureau des visas qui décide si qui va avoir un visa ou pas. Alors, si vous avez des parents, si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées à venir au Canada, alors on vous le dit, vous allez nous rencontrer, nous allons vous donner l'heure juste, nous allons vous dire si oui ou non, ça veut dire que ce dossier-là est acceptable. Alors, c'est important pour Pâques, pour la fête des mères, pour d'autres contextes, d'autres périodes. Alors vous venez nous voir pour en discuter. Ensuite, pour les questions de permis d'études, là, on est le 10 février, 10 février, le 1er mars, ça va être au niveau des universités, c'est la date limite pour faire les inscriptions. Alors, je viens juste d'en parler. Vous êtes en Haïti, vous avez un peu de moyens. Mais arrêtez, ça veut dire arrêtez d'envoyer vos enfants parce que je comprends que tout le monde ne peut pas avoir de visa canadien pour venir ici pour étudier. Mais avant même de penser à envoyer votre enfant en République dominicaine, au moins essayez parce que si vous avez les moyens, vous avez beaucoup de chances d'avoir votre visa d'étudiant. Parce que le visa, le diplôme en République dominicaine n'est pas reconnu. Il est reconnu seulement en République dominicaine. Dans certains programmes, les gens reviennent de la République dominicaine. Ils viennent avec des diplômes, même en Haïti. On a eu ce problème-là avec l'association professionnelle des médecins en Haïti qui ne voulait même pas reconnaître le diplôme de médecine. Alors, mais pourquoi vous ne faites pas au moins d'abord l'effort de faire la démarche au Canada, de faire la démarche aux États-Unis ou bien ailleurs? Vous envoyez votre enfant en République dominicaine. On les appelle négro, négra. Vous apportez de l'argent parce que actuellement en République dominicaine, les Haïtiens représentent la première communauté d'étudiants étrangers. Ça veut dire que ce sont les Haïtiens qui viennent en premier parmi les étudiants étrangers.
Alors c'est beaucoup ça, 200 millions de dollars américains. Combien de choses on pourrait faire avec ça? Alors pour les permis d'études, au niveau des universités, 1er mars c'est date limite. Ensuite nous avons des écoles professionnelles qui peuvent vous permettre de faire, par exemple, qui peuvent vous offrir d'autres programmes. Il y a à peu près 30 000 programmes de formation ici au Canada. Alors quel que soit le programme que votre parent, votre famille, quel que soit le programme qu'il va choisir ou qu'elle va choisir, ça existe au Canada. Parce que le diplôme canadien, il est reconnu un peu partout. Alors c'est ça qu'on vous le dit. Alors appelez-nous, passez au bureau à la LU et appelez-nous, on va vous dire. Ça veut dire que c'est quoi le programme qui peut vous aider. On va analyser votre situation financière, on va vous aider. Ok, on est prêt à vous aider. On a des écoles avec lesquelles on est affilié. On va vous dire si vous voulez aller à Ottawa, à Moncton, vous voulez aller par exemple n'importe où. Vous dit voilà ce que vous pouvez faire. Même ceux qui sont en Haïti, vous pouvez venir étudier en anglais. Il y a aussi des écoles qui vont vous donner des cours et par exemple en anglais d'abord et après vous pouvez étudier. Alors on vous le dit, les possibilités sont là. Arrêtez d'aller dans des pays où on va vous humilier, vous apporter de l'argent et ensuite on vous humilie. Ça c'est impossible, ça c'est inacceptable. Ensuite, pour les questions de carte de résidence permanente, pour les gens aussi qui sont à l'étranger, qui ont la résidence, qui passent beaucoup de temps, sachez que sur 5 ans, vous devez rester 730 jours sur 5 ans, l'équivalent de 2 ans. Alors quand vous restez là-bas, vous dites oui, j'ai trouvé un bon emploi, je ne peux pas quitter mon emploi, sachez également que votre résidence est en jeu et à ce moment-là, vous pouvez la perdre. Pour les cartes de résidence, avant de penser à voyager pour la fête de Pâques, tout ça, organisez-vous pour avoir votre carte de résidence qui n'est pas expirée. Pour la question de citoyenneté, 3 ans, et ça prend aussi, pour les gens qui, c'est de 18 à 54 ans, passez nous voir, on va vous accompagner dans tout le processus pour vous aider à régler ça. Maintenant, pour les questions de demande de résidence permanente, travailleurs qualifiés, on dit que le programme du Québec, c'est tombé à l'eau, on ne sait pas quand, on va revenir avec ça, mais pour d'autres provinces, pour le programme Entrée Express, vous nous appelez, on peut vous dire, et ce que les gens doivent savoir, dès que vous décidez de venir dans le programme de travailleurs qualifiés au Canada aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Souvent, vous n'êtes pas patient, alors on ne vous propose pas un programme pour lequel on ne sait même pas combien de temps ça va prendre. Alors, là, maintenant, on passe à la question de parrainage. Les gens m'appellent pour me dire, oui, on avait envoyé des emails pour le programme de parrainage. Est-ce qu'on a reçu des nouvelles? Quand vous avez donné un courriel, on va vous écrire sur votre courriel. Moi, je ne peux pas savoir quand on va commencer à écrire. Pour le parrainage de conjoints, les gens qui veulent parrainer leurs conjoints, des enfants à charge, moins de 22 ans maintenant. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que il y a beaucoup de cas qui sont refusés. Alors, vous faites les choses à la légère. Moi, j'ai vu des cas. Moi, je me demande si les gens, ils sont conscients qu'en faisant une demande de parrainage, vous avez le fardeau de démontrer que votre relation, elle est vraie, elle est authentique. Des gens qui n'ont rien, absolument rien, qui disent oui, je vais remplir les formulaires, ensuite là j'ai l'acte de mariage, je vais l'envoyer, on va voir que je suis marié. Vous vous trompez parce que les formulaires représentent une infime partie, c'est à peu près 20% du dossier de parrainage. Ce qui est le plus important, c'est la preuve que vous allez établir pour démontrer que votre relation elle est vraie. En venant nous voir, on va vous dire tout ce dont vous avez besoin pour votre dossier. Également, pour les questions d'asile, demande de considération humanitaire, les gens qui veulent, par exemple, faire leur demande de considération humanitaire qui ont déjà 1 an après le refus à la commission de l'immigration, vous pouvez passer nous voir pour qu'on puisse vous aider. Et en même temps, pour ceux qui veulent faire une demande d'asile, alors sachez que c'est pas, comment on pourrait dire ça, c'est une sorte de mot de passe, tout le monde vient, c'est la seule chose. Non, il n'y a pas que l'asile comme possibilité de devenir résident permanent au Canada. C'est pas parce que votre voisin, votre ami, quelqu'un a fait la demande d'asile que vous devriez faire ça. Si vous n'avez pas une raison valable, ne faites pas votre demande d'asile.
Et je dis quelque chose pour les étudiants, les gens qui ont la possibilité de venir étudier là. Vous êtes venus pour étudier, non pas pour faire une demande d'asile. Vous êtes venus pour étudier. Ok, alors il ne faut pas prendre cette habitude-là. Oui, vous venez pour étudier, vous n'avez pas étudié, après vous avez des problèmes. Non, arrêtez ces choses-là. Vous faites une demande d'asile si votre vie est menacée. Sinon, arrêtez ces choses-là. Vous allez payer ça très cher. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de cas qui sont refusés. Et là, vous allez vous retrouver dans le beau drap. Alors, on s'arrête là. Michel est déjà de retour. On va juste prendre la pause et après, Michel, et puis si vous avez des questions, des commentaires, et vous pouvez déjà réserver un circuit en composant le 514-790-2726. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514-712-08-25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, et quelqu'un me fait rappeler que je n'ai pas cité les noms de radio, vraiment Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacques-Pelle, Radio Solidarité à Port-au-Prince. Ce sont les radios qui retransmettent cette émission. Et en même temps, je vous rappelle, l'hôtel Bon Accueil vous attend à Jacques-Pelle. Vous appelez au 44 92 12 86. Alors, pour nous rejoindre ici, c'est le 438 876 9398. Alors, Michel, les questions. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, en écoutant l'émission, je viens d'apprendre que Haïti, ou en d'autres termes, les Haïtiens, occupent le 9e rang au niveau des demandeurs d'asile. Mais quand j'écoute certaines radios, je regarde la télévision, même la télévision d'État au Canada, on dirait que, selon moi je pensais que Haïti était au premier rang au niveau des demandeurs d'asile, tellement on en parle, on met beaucoup d'accent. Là, je viens d'apprendre que Haïti occupe le 9e rang au niveau des demandeurs d'asile. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui devrait être signalé au niveau de la radio? Bon, de toute façon, les radios ont toutes les informations que nous avons. Alors, c'est-à-dire que des fois, on a des intentions cachées, on fait exprès de dire, c'est comme on parle de vagues, on parlait de vagues en été, oui. 15 000, alors que, je disais, la Colombie a reçu presque 500 000 Vénézuéliens. La Colombie a reçu 500 000. Et quand on parle de Chili, 2 millions. Oui, et on avait, par exemple, le Bangladesh, comme le pays le plus pauvre, qui avait reçu plus de 1 million de Rohingyas. Alors, quand on a 15 000 pour un pays comme le Canada, qui a la 2e superficie au monde et qui a la 33e population, le Canada a 38 millions d'habitants. Quand vous voyez les États-Unis, c'est 3e superficie.
Les États-Unis, le Canada est plus grand que les États-Unis. Les États-Unis ont 300 millions, plus de 300 millions d'habitants. Le Canada a seulement 38 millions. Il y a 15 000 personnes qui sont venues. On a crié au haut, on a dit c'est la fin du monde. Les radios ne parlent jamais des Chinois, des Chinois qui demandent des demandeurs d'asile. Non, alors que la Chine occupe le premier rang au niveau des demandeurs d'asile. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une presse qui a un agenda bien caché et qui fait ça. Et puis c'est cette même presse qui va parler de l'histoire des Noirs, qui va parler du mois des Noirs, etc. L'hypocrisie au max. Oui. Bon, autre question. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Bon, là, nous sommes toute une équipe et bien branchés. Nous sommes en train de vous écouter 5 sur 5. Maître Jean-Denis, moi, j'étais pas au courant, je savais pas que quand quelqu'un qui est citoyen canadien, s'il arrive en Haïti, il a fait un enfant avec quelqu'un, l'enfant était automatiquement citoyen canadien. Moi, j'ai plusieurs de mes amis, des jeunes amis, qui ont fait des enfants pour des diasporas. Puis moi, je voyais d'autres. J'étais pas au courant, je savais pas là. Mais il y a de plus en plus, c'est un cas assez très courant. Mais Jean-Denis, vous ne pensez pas que peut-être c'est quelque chose qui va peut-être un jour, le pays va peut-être changer ça? Parce que là, de plus en plus, les gens arrivent, puis ils font des enfants, puis ils s'en vont, ils font des enfants. Et on dirait que là-bas, les gens sont prêts, cherchent même des diasporas pour faire des petits Canadiens. Bon, il y a très peu, parce qu'on a eu la présence des Canadiens dans le premier groupe, c'était pas la MINUSTA à l'époque, il y avait un autre nom, je ne me rappelle pas, il y avait des gens qui étaient là, mais de toute façon, le programme est fait, c'est pas pour des personnes qui vont chercher à bénéficier, à avoir des enfants avec... Mais pas les Canadiens, pas les Canadiens et... Il y a un seul groupe de Canadiens. Là, on veut pas... Non, mais on veut pas... Mais il n'y a pas de groupe. On veut pas... il n'y a pas de... Non, Harper voulait faire une différence entre... il y avait la citoyenneté à double vitesse, là. Oui. Il y a un seul groupe de Canadiens, c'est-à-dire M. Justin Trudeau n'est pas plus Canadien que moi. OK. Alors, nous sommes tous des Canadiens, nous avons les mêmes droits, c'est à nous de prendre nos droits, là. Alors, pour les gens qui nous écoutent actuellement, ces gens-là voulaient faire la différence entre les diasporas, on veut parler des Haïtiens d'origine, les Canadiens d'origine haïtienne qui arrivent là-bas, puis les gens l'attendent de pied ferme, là, sont prêts, là, sans condom, sans rien, parce qu'ils cherchent des... Bon, ça, c'est des cas désespérés. Désespérés? Alors, oui, c'est ça. Ils sont en train de nous écouter, hein. OK, bon, il y a des gens qui veulent interférer. Ah, OK, là, parce que c'est parti. Non, ce que je veux dire par là, Michel, c'est que lorsque un gouvernement fixe des lois, c'est pas dans le but, c'est pas en sachant que dans un pays, il y en a qui vont utiliser cette loi d'une façon ou d'une autre. On fait une loi parce qu'on dit, bon, on est Canadien, on a le droit du sol. On a vu des pays, même comme la République dominicaine, qui ont contesté le droit du sol avec l'accord 183 pour les Haïtiens. Des gens qui sont nés en République dominicaine, on a contesté le droit du sol. En France, dans beaucoup de pays, on conteste le droit du sol parce que la personne est née dans le pays, qu'elle a la citoyenneté. Alors ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Alors c'est le cas pour le Canada. Il y a beaucoup de personnes qui sortent d'Haïti pour venir accoucher ici. Alors il y a eu des problèmes dans le passé. Alors on avertit ces gens-là. Si quelqu'un vous dit vous pouvez venir, vous n'allez pas payer, c'est faux. Alors, avant de venir, d'ailleurs, maintenant, les hôpitaux ont pris les dispositions. Ça ne passe plus. Mais Jean-Denis, c'est depuis tout le temps. Et ça n'a jamais été le cas. On demandait toujours aux gens de payer. Oui, sauf que quand on sort le bill, les gens ne payaient pas, puis on laissait tomber. Maintenant, il faut payer avant. Oui, il faut payer avant. Alors, ça veut dire qu'il faut payer avant.
ça veut dire que c'est pas normal. Vous arrivez, vous venez dans un hôpital, vous avez accouché, et puis après ça, vous quittez. Alors, ce qui arrive, on me l'a dit, je n'ai pas confirmé, par exemple, avec l'ambassade américaine, si quelqu'un va aux États-Unis, elle accouche, et à ce moment-là, elle ne paye pas, elle n'a plus de visa américain. Ouais. Oui. Et c'est une très bonne décision. Révoquer le visa. Et c'est une très bonne décision, parce que là, on ne peut pas continuer à prendre des gens et à tourner les gens ridicules, parce que vous êtes venus pour un service, alors il faut payer pour le service, c'est comme ça. Alors, c'est ça un peu la situation. Et on veut dire aux gens que oui, on comprend, la situation économique est difficile, vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais encore là, il faut essayer de voir. Ah, les gens nous écoutent avec beaucoup d'attention, ils se regroupent en plusieurs nombres pour nous écouter en Haïti. Puis, cette émission représente pour ces gens-là comme une lumière, un phare. Vraiment, les gens disent avant l'arrivée de cette émission, et ils faisaient beaucoup d'erreurs. Les gens disaient de n'importe quoi, mais avec la présence de cette émission, maintenant, ils sont pas prêts à accepter n'importe quoi entre les mains de n'importe qui. Voilà. Oui. Alors, par exemple, pour les gens qui sont au Chili, on a reçu des textos et qui nous posent des questions. Comment est-ce qu'on peut venir au Canada? Alors, on rappelle le contexte. Vous avez quitté le pays, vous avez quitté Haïti depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an. En Haïti, vous ne faisiez absolument rien. Vous avez quitté parce que vous n'étiez pas, je dirais, en bonne posture. Vous arrivez maintenant dans un autre pays, vous avez un travail, quelque chose qui vous permet de survivre, vous n'avez pas d'emploi en tant que tel, vous n'avez pas de garantie. Alors regardez, quand vous étiez en Haïti, vous ne pourriez pas avoir un visa canadien parce que vous n'aviez pas d'attachement. Vous allez dans un autre pays, c'est la même chose. Parce que vous gagnez quelques sous, quelques sous là-bas au Chili, vous travaillez, mais ça ne suffit pas. Moi, en tout cas, je vous le dis, et je vous le dis en public, vous êtes au Chili, si vous voulez faire une demande de visa de visiteur pour le Canada, moi, je peux vous garantir qu'on va vous refuser, parce que vous n'avez pas d'attachement, vous êtes à l'extérieur. D'ailleurs, on vous donne un permis de travail là-bas au Chili, au mois de mars, avec l'arrivée de M. Piñera. Peut-être qu'il va changer les choses. C'était la même chose au Brésil. Lorsque Dilma Rousseff était là, les Haïtiens étaient bien accueillis, mais par la suite, Dilma Rousseff a perdu le pouvoir. On voit comment ce que le président Demers fait, et puis les Brésiliens sont en train de maltraiter les Haïtiens. Alors, personne ne sait ce qui va se passer au Chili avec l'arrivée de M. Piñera. Alors, quand vous dites oui, j'aimerais venir, vous n'êtes pas dans une situation confortable pour faire une demande d'asile. Et il faut que les gens comprennent, Michel, ceci. Lorsque une personne vient visiter, par exemple, vous organisez une fête chez vous, si vous m'invitez à la fête, c'est parce que vous savez que je vais retourner chez moi. Bien sûr. Mais vous n'allez pas m'inviter si vous savez que moi, je vais rester après la fête. Alors, ça veut dire qu'il faut comprendre ça. On invite, vous avez fait une demande de visa de visiteur, on vous donne le visa parce qu'on sait que vous allez retourner. Mais aujourd'hui, plus la situation économique est difficile, plus le bureau des visas pense que c'est impossible, vous n'allez pas retourner, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut quitter. Alors, comme ça, c'est impossible. Alors, on nous fait signe que le grand Manitou est arrivé. Oui. Alors, on ne peut pas rester le grand Manitou de l'état tropique. Alors, on remercie tous ceux qui ont été à l'écoute. Et on se revoit la semaine prochaine. Bien, on a une autre émission. Et puis, c'est toujours à la même onde. Merci à Junie Limaille, merci à Michel. Et puis, à la semaine prochaine.